Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'Adam Smith. Adam Smith, c'est un philosophe et économiste écossais du XVIIIe siècle. Il appartient au mouvement des Lumières, c'était un grand admirateur de Voltaire, et vous verrez par la suite que ça aura son importance. Et Adam Smith est généralement considéré comme le fondateur de l'économie moderne, économie dont il a contribué à faire une science. Adam Smith est resté célèbre pour son ouvrage principal, Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations, publié en 1776, et que par commodité nous appellerons dans cet audio la richesse des nations. Et si aujourd'hui j'ai décidé de parler de la pensée d'un économiste, c'est parce que, vous allez le voir, toute pensée économique a des ramifications philosophiques. Si vous préférez, un système économique est toujours appuyé sur une certaine vision du monde. Et c'est cette vision du monde qui va nous intéresser. Alors évidemment, parler de science économique, c'est toujours un peu ambigu. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'on attend d'une science qu'elle soit à la fois reproductible et prédictible. La reproductibilité et la prédictibilité sont deux critères de la science moderne, puisque c'est ça qui permet la vérification d'une hypothèse, le fait de pouvoir reproduire l'expérience et de prévoir les résultats de notre expérience en fonction de certains paramètres donnés. Or, il est facile de voir que, pour ce qui est de l'économie, la reproductibilité et surtout la prédictibilité ne sont pas toujours au rendez-vous. C'est d'ailleurs quelque chose qui a été beaucoup reproché aux économistes au moment de la crise financière de 2008, le fait que quasiment aucun économiste n'ait vu arriver cette crise, et même si certains diront le contraire, le fait est qu'il n'y avait pas au sein des écoles économiques un consensus, un avis majoritairement partagé sur l'arrivée de cette crise. Toutes les écoles mathématiques sont d'accord sur le théorème de Pythagore, toutes les écoles physiques sont d'accord sur la loi de la gravitation, mais visiblement pour ce qui est de l'économie, toutes les écoles ne sont pas d'accord, toutes les écoles ne prévoient pas, ne prédisent pas les mêmes événements, et c'est ça qui rend plus difficile la classification de l'économie dans la grande famille des sciences. D'ailleurs, vous connaissez peut-être cette plaisanterie un peu moqueuse à propos des économistes. Pourquoi Dieu a-t-il créé les économistes ? Pour que les prévisions des météorologues soient prises au sérieux. Bon, c'est une petite pique gentille qui n'a pas vocation à discréditer l'économie en tant que telle, car ici, on ne va pas tourner en dérision l'économie, ce n'est pas le but. Le but va être de comprendre comment s'est constituée la pensée économique moderne sous l'impulsion d'Adam Smith, et surtout, quelle est la vision du monde, quelle est la conception philosophique qui la structure. Car n'oublions pas que toute science est tributaire d'une vision du monde, toute science est tributaire d'une conception de l'univers, et que quand on comprend la vision du monde qui préside à un domaine de recherche, on en comprend beaucoup mieux la direction et les implications. Alors comme je le disais, Adam Smith est considéré comme le père de l'économie moderne, et il est l'auteur d'une expression qui a été maintes fois reprise et maintes fois commentée dans le champ de la philosophie et de l'économie, à savoir l'expression de main invisible. Et lorsque Smith parlait de la main invisible, il voulait parler de la main invisible du marché. Le marché étant le lieu de la rencontre entre l'offre et la demande. Alors au XVIIIe siècle, le marché n'avait pas le niveau de déploiement et de complexité qu'il a aujourd'hui, mais disons que pour ce qui concerne l'économie productive, l'échange de biens et de services, les principes étaient déjà globalement bien définis. Et cette expression de main invisible avait pour but d'imager un phénomène que les économistes considèrent comme absolument central, à savoir le phénomène de l'harmonisation des intérêts. La pensée économique est fondée sur l'idée que les intérêts privés s'harmonisent mutuellement. Alors, je précise immédiatement que la main invisible d'Adam Smith ne constitue pas un concept. Elle ne constitue pas le centre de gravité de la théorie de Smith. C'est une simple image, c'est une métaphore, et d'ailleurs c'est une expression qui n'apparaît en tout et pour tout que 3 fois dans toute son œuvre, donc il serait pour le moins injuste et caricatural de réduire la pensée d'Adam Smith à cette seule expression de main invisible. De ce point de vue-là, je partage parfaitement l'avis des commentateurs qui considèrent que cette expression de main invisible est souvent utilisée pour caricaturer ou pour simplifier à outrance la pensée d'Adam Smith, et je suis d'autant plus d'accord avec cette idée que, vous allez le voir, la pensée d'Adam Smith n'est pas monolithique,
elle ne consiste pas dans un pur et simple éloge de l'esprit marchand. Elle ne consiste pas, pour le dire vite, dans une religion du marché. Mais le fait est que la pensée d'Adam Smith a fait son œuvre, et par principe, toute théorie, toute doctrine échappe au contrôle de son auteur et finit toujours par devenir une force autonome. Si on ne peut pas reprocher à Adam Smith d'avoir créé une religion de l'économie, force est malgré tout d'observer que ses idées ont été les graines à partir desquelles a pu fleurir une véritable mystique du marché. Mais s'il me semble injuste de réduire la pensée d'Adam Smith à cette seule métaphore de la main invisible, c'est parce que parallèlement, Adam Smith est également l'auteur d'un ouvrage qui s'appelle La théorie des sentiments moraux, publié en 1759, et que dans cet ouvrage, Adam Smith se positionne très clairement en faveur de l'altruisme, en faveur de l'idée selon laquelle l'être humain est fondamentalement animé par la compassion et l'empathie, ce qui semble s'opposer frontalement à la thèse qu'il défend dans La richesse des nations, à savoir que ce serait l'égoïsme humain, qui serait le moteur de la prospérité et du bonheur des nations. Et d'ailleurs, cette ambivalence de la pensée d'Adam Smith a donné lieu à ce que certains commentateurs ont appelé le problème Adam Smith. Problème qui réside dans l'opposition et dans l'apparente contradiction entre deux pans de sa pensée, le pan altruiste de la théorie des sentiments moraux et le pan égoïste de la richesse des nations. Mais si j'ai estimé utile de me pencher aujourd'hui sur la richesse des nations, c'est parce que, il faut bien le dire, c'est cet ouvrage qui a exercé la plus forte influence sur l'histoire économique des nations occidentales, et non la théorie des sentiments moraux. Alors après ce long préambule pour présenter et pour contextualiser la pensée d'Adam Smith, on va maintenant se pencher sur cette expression de main invisible pour savoir ce qu'elle signifie et ce qu'elle recouvre. L'idée derrière cette expression de main invisible, c'est le fait qu'il existerait un principe d'harmonisation naturelle des intérêts privés. Autrement dit, que les intérêts individuels convergeraient. Et ça va même encore plus loin, puisque le principe de la main invisible, c'est de dire que si chacun poursuit son intérêt privé, si chacun est seulement occupé à la poursuite de ses intérêts égoïstes, eh bien sans s'en rendre compte, chacun va concourir au bien commun. Une manière de résumer le principe de la main invisible, c'est de dire « les intérêts privés font la prospérité publique ». Alors je vais immédiatement vous lire le passage de La richesse des nations, dans lequel cette expression de main invisible est utilisée et expliquée par Adam Smith. Je cite. « En préférant le succès de l'industrie nationale à celui de l'industrie étrangère, l'individu ne pense qu'à se donner personnellement une plus grande sûreté. Et en dirigeant cette industrie de manière à ce que son produit ait le plus de valeur possible, il ne pense qu'à son propre gain. En cela, comme dans beaucoup d'autres cas, il est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler. Je n'ai jamais vu que ceux qui aspiraient, dans leurs entreprises de commerce, à travailler pour le bien général, aient fait beaucoup de bonnes choses. Il est vrai que cette belle passion n'est pas très commune parmi les marchands, et qu'il ne faudrait pas de longs discours pour les en guérir. Donc à la lecture de cet extrait, je pense que vous avez un petit peu mieux saisi ce qu'Adam Smith décrit comme étant les vertus de l'égoïsme, les vertus de la poursuite de nos intérêts privés. C'est l'idée que si chacun poursuit son propre intérêt, il participe, sans le vouloir, au progrès économique de la société. Une autre manière de le dire, un peu plus directe, c'est que l'égoïsme est le moteur de la croissance économique. L'égoïsme est le moteur de la prospérité des nations. Donc là où la morale condamne l'égoïsme, là où la morale condamne le repli de l'individu sur ses intérêts privés, l'économie va au contraire exalter l'égoïsme. L'économie va faire de l'égoïsme une vertu. Et ce qu'il est très important de comprendre dans cette idée de main invisible, c'est que le progrès économique de la société n'entre nullement en ligne de compte dans l'esprit de l'individu qui poursuit son intérêt. Et quand je dis que ça n'entre pas en ligne de compte, c'est tout simplement lié au fait que l'harmonisation des intérêts est un phénomène naturel, est un phénomène impersonnel, un phénomène qui n'implique pas la volonté des agents individuels. Pour faire une analogie, imaginez que pour construire une maison,
on fasse appel à divers corps d'artisans. On fasse appel à des maçons, à des carreleurs, à des plombiers, à des électriciens, et chacun va s'occuper uniquement du travail qui lui est assigné. Le carreleur ne va pas s'occuper de vérifier la robustesse des murs. Le maçon ne va pas vérifier que les câblages de l'électricien soient bien posés. Le problème de chacun de ces artisans, c'est que son travail soit bien fait. Et d'une certaine manière, le fait que la maison réponde aux attentes de l'acheteur, ou le fait que la maison soit agréable à vivre pour son propriétaire, ça les artisans, c'est pas leur problème. C'est pas leur problème au sens où ce qui va les motiver à faire du bon travail, ce n'est pas de rendre heureux le propriétaire de la maison. Parce que rendre heureux le propriétaire de la maison, ça s'inscrirait dans une démarche d'altruisme. Ça s'inscrirait dans une démarche de bienveillance. Autrement dit, ça voudrait dire que chacun aurait en vue la finalité de ce à quoi il concourt. Or, le principe de la main invisible, c'est que les individus n'ont jamais en vue la finalité de ce à quoi ils concourent. Les agents individuels, les acteurs du marché, se désintéressent totalement de la prospérité économique de leur nation. C'est pas leur problème. Leur problème, c'est comment faire du chiffre, comment faire du bénéfice. Et c'est parce qu'ils sont animés, parce qu'ils sont motivés par cette seule impulsion de l'ambition individuelle qu'ils vont faire du bon travail et que donc, ils vont concourir à la prospérité de leur nation. L'idée de la main invisible, c'est qu'on participe d'autant plus efficacement à la prospérité économique de la nation que l'on est préoccupé par son seul intérêt particulier. Et c'est ça qui permet de comprendre cette autre citation de La richesse des nations, une citation extrêmement connue dans laquelle Adam Smith nous dit « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous adressons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de leurs besoins dont nous leur parlons, c'est toujours de leur avantage. » Autrement dit, votre boucher ne fait pas du bon travail parce qu'il a envie de vous rendre heureux. Il ne fait pas du bon travail parce que sa motivation serait de vous faire plaisir. Il fait du bon travail parce que c'est dans son intérêt. Parce que plus il fera du bon travail, et plus vous vous adresserez à lui, plus il aura de chance de vous fidéliser. Et c'est ça le principe de l'intérêt marchand. Le principe de l'intérêt marchand, c'est que plus vous faites du bon travail, plus vous en récoltez les bénéfices. Et donc on en arrive à cette conclusion paradoxale que c'est en travaillant à satisfaire notre égoïsme personnel qu'on contribue le mieux au bonheur de tous. Donc ça, c'est une idée sur laquelle on va s'arrêter, mais avant ça, j'aimerais simplement souligner le fait que cette idée de main invisible repose sur un principe économique très connu, qui est celui de la division du travail. La division du travail, c'est-à-dire le fait que chacun va exercer dans son domaine de spécialité, le fait que chacun va intervenir sur un aspect de la chaîne de production, et que, pour le dire simplement, tout le monde ne peut pas tout faire. Tout le monde ne peut pas exercer le même métier, tout le monde ne peut pas être architecte, tout le monde ne peut pas être médecin, et tout le monde ne peut pas être plombier. Donc la division du travail, c'est-à-dire la division des tâches et la spécialisation comme condition de la productivité, qui a été fortement influencée par le taylorisme au XIXe siècle, ce principe se trouve à la base de la pensée d'Adam Smith. Et c'est ça qui fait du principe de spécialisation l'une des spécificités de l'économie moderne, puisque jusqu'à l'époque moderne, et plus particulièrement jusqu'à l'invention de l'industrie, la production n'était pas nécessairement considérée comme reposant sur la division des tâches. Un artisan de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, c'était quelqu'un qui exerçait à toutes les étapes de la chaîne de production. C'était quelqu'un qui avait un rapport holistique à sa production. La contraposée de ce rapport holistique étant évidemment l'hyperspécialisation dont Charlie Chaplin nous a offert un aperçu dans son film Les temps modernes. Mais si je rappelle ces principes assez élémentaires de la division du travail, c'est d'abord pour mettre le doigt sur quelque chose qui permet de beaucoup mieux comprendre cette idée d'harmonisation des intérêts. C'est pour mettre le doigt sur l'interdépendance des agents économiques. Et l'interdépendance des agents économiques, ça signifie que la somme des agents individuels forme un système. Un système étant un ensemble cohérent, un tout organisé, dans lequel chacun des éléments occupe une fonction. Une fonction dans l'intérêt du système. Une fonction dans l'intérêt du tout. Et de ce point de vue-là, on peut parler d'une vision organique de l'économie, c'est-à-dire considérer la vie économique d'une nation comme un organisme,
dans lequel chacun des organes occupe une fonction. La fonction étant orientée vers le fonctionnement du tout. Et si je prends le temps de faire cette précision, c'est pour souligner le fait qu'à cette époque, au XVIIIe siècle, la pensée économique est particulièrement influencée par l'essor des sciences physiques, et notamment par cette idée que tout élément, tout agent individuel, se définit par son action au sein d'un ensemble cohérent. Pour le dire directement, les penseurs de l'époque estiment qu'il est possible de plaquer dans le champ de l'économie les lois et les comportements qui régissent le monde physique. Donc la pensée économique d'Adam Smith n'est pas une création intellectuelle ex nihilo, elle n'est pas le fruit d'une libre inspiration qui ne reposerait sur aucun fondement méthodologique. Le principe de la main invisible n'est pas le fruit d'une pure intuition, c'est la transposition dans la sphère économique des lois et des principes qui régissent le monde physique. Pour comprendre cette idée, il faut avoir à l'esprit l'importance que les penseurs du XVIIIe siècle accordent aux méthodes des sciences expérimentales de la nature, sciences expérimentales de la nature dont la physique et l'astronomie sont les modèles privilégiés. N'oublions pas qu'au XVIIe siècle, les progrès des sciences de la nature ont été phénoménaux, ils ont entraîné un total bouleversement de paradigme, et c'est à cette occasion qu'on a pu s'apercevoir à quel point les lois de l'organisation de l'univers étaient aussi fines que précises. Il ne faut surtout pas sous-estimer la fascination des intellectuels de l'époque pour la formidable organisation des lois de l'univers que la science leur permettait de découvrir. Et ce n'est pas pour rien qu'à cette époque, on a assisté à une redéfinition du concept de Dieu, l'image de plus en plus en vogue dans les milieux intellectuels étant celle d'un Dieu conçu comme grand architecte. Donc l'architecte, c'est celui qui travaille avec le compas et l'équerre, c'est celui qui trace des lignes et des courbes, c'est celui qui a conçu l'univers sur le modèle mathématique. Et donc cette image du grand architecte permettait de réconcilier foi et raison, elle permettait de réconcilier religion et science, et plus on découvrait les lois de l'univers, plus on s'apercevait à quel point la science était efficace pour mettre en lumière ces lois de l'univers, et plus s'est développé le désir de comprendre les comportements humains à partir de la méthode et des outils de la science. Et là vous allez me dire, mais quel rapport avec l'égoïsme ? Quel rapport avec cette idée que le moteur de la prospérité économique serait la poursuite de son intérêt ? Eh bien, c'est très simple. Et pour le comprendre, je me contenterai de vous lire cette citation du philosophe Helvétius, philosophe français du XVIIIe siècle, qui disait « Si l'univers physique est soumis aux lois du mouvement, l'univers moral ne l'est pas moins à celle de l'intérêt. » Donc là, j'espère que vous avez bien compris ce qui est en jeu. Ce qui est en jeu, c'est la description des lois du comportement humain sur le modèle des lois du comportement des corps physiques. Ce qui est en jeu, c'est de comprendre que de la même manière que les éléments physiques sont soumis à des forces qu'il est possible de modéliser à travers des lois, les lois physiques, et bien de la même façon, il est possible de modéliser les lois du comportement humain. Et de la même façon que les corps physiques sont soumis à la loi de l'attraction, les corps moraux sont soumis à la loi de l'intérêt. Autrement dit, le principe de toutes nos actions, la force d'impulsion qui nous dirige dans nos agissements, c'est l'intérêt. C'est cette force intérieure et individuelle qui nous pousse à agir sans avoir besoin d'être sous la contrainte. Donnez à quelqu'un un intérêt à agir et vous n'aurez plus aucun besoin de l'obliger. Donnez à un agent économique un intérêt à signer le contrat, il vous laissera le stylo. Le principe de l'économie moderne, c'est la recherche de l'intérêt mutuel. Et dans un paradigme intellectuel dans lequel les éléments s'harmonisent, dans lequel chacun, concourant à son propre intérêt, contribue à l'intérêt du tout, il devient aussi nécessaire qu'avantageux de laisser chacun poursuivre son intérêt. La loi de l'intérêt, c'est la transposition dans la sphère économique de la loi de l'attraction des corps dans la sphère physique. On s'aperçoit qu'au XVIIIe siècle, l'analogie entre le comportement humain et le comportement des corps physiques va encore bien plus loin, puisqu'on trouve souvent des métaphores qui comparent l'activité économique d'une nation à l'activité physiologique au sein d'un organisme vivant. Et notamment cette idée de la circulation des flux, les veines étant ce qui permet la circulation du sang, comme les fleuves permettent la circulation des marchandises, pour concourir finalement à la santé du métabolisme économique. Donc vous voyez que la persistance de ces métaphores qui soulignent l'analogie entre le monde physique et le monde économique en disent long sur la foi qui existait à cette époque dans l'application de la méthode scientifique
à tous les domaines de l'existence. En ce sens, la modernité, c'est le moment où on a décidé de poser un regard scientifique sur la nature humaine. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on trouvait déjà dès le XVIIe siècle, notamment dans la théorie politique de Hobbes, qui postulait lui aussi que l'égoïsme était le principe fondamental du comportement humain. Rappelez-vous, chez Hobbes, c'est l'égoïsme structurel des êtres humains qui les porte au conflit, qui les porte à la guerre de tous contre tous, et c'est ce même égoïsme qui les porte à sortir de la guerre de tous contre tous, en passant un pacte social, un pacte au cours duquel ils transfèrent leur liberté naturelle à un souverain en échange de leur sécurité. Donc on avait déjà un premier exemple de modélisation du comportement humain sur les lois scientifiques du monde physique. C'est ce qu'on appelle le positivisme, c'est-à-dire l'application de la méthode scientifique à toutes les sphères de l'existence, y compris aux comportements moraux, y compris à ce qui semble échapper à première vue aux lois du déterminisme physique. Et donc là, j'aimerais attirer votre attention sur quelque chose d'assez amusant parce que paradoxal, à savoir que c'est par deux voies méthodologiques totalement opposées en apparence que la théorie sur le comportement économique des êtres humains et la théorie de la main invisible qui en découle se voient justifiées. En effet, si vous avez été attentif à ce qui vient d'être dit, vous aurez remarqué que la thèse de l'harmonisation naturelle des intérêts est issue à la fois d'une conception religieuse, ce qu'on appellera la foi dans la providence divine, cette idée qu'en tant que grand architecte, Dieu a fait en sorte que nos comportements convergent et s'harmonisent mutuellement, mais elle est en même temps issue d'une conception scientifique dans laquelle chacun des éléments d'un système concourt, sans le savoir et sans le vouloir, au fonctionnement harmonieux du tout. Donc on a ici une magnifique synthèse entre l'esprit religieux et l'esprit scientifique, puisque dans les deux cas, on retrouve la même idée, à savoir que chaque élément, en poursuivant sa propre fin, travaille au fonctionnement du tout. Mais en même temps, j'espère que vous le voyez, cette idée selon laquelle il faudrait laisser chaque individu poursuivre son propre intérêt, il faudrait laisser les individus donner libre cours à leur égoïsme, cette idée entre en contradiction totale avec toutes les conceptions morales basées sur la charité, l'abnégation ou le sacrifice. Alors même que la main invisible d'Adam Smith s'accorde parfaitement avec la vision religieuse déiste, elle entre en totale contradiction avec la morale religieuse chrétienne, qui fait de l'égoïsme non pas le moteur du comportement des hommes, mais qui en fait un vice à combattre. Car si l'égoïsme est au fondement de la prospérité des nations, et si parallèlement on considère que la prospérité des nations est un objectif à atteindre, alors imaginez un peu la conclusion à laquelle on arrive. La conclusion à laquelle on arrive, c'est qu'il faut abattre les interdits moraux. Abattre les interdits moraux, ça signifie simplement qu'il faut cesser de considérer l'égoïsme comme étant un vice, pour le considérer de manière axiologiquement neutre sur le plan des valeurs et des normes, comme étant simplement le moteur du progrès économique. Il ne s'agit pas de promouvoir le vice pour le vice, il ne s'agit pas de prôner une religion du mal, il s'agit de considérer qu'il existe dans tout égoïsme une contrepartie positive qui est la prospérité économique. Alors ici, évidemment, on sort des préconisations d'Adam Smith en termes de comportement économique, c'est-à-dire qu'Adam Smith n'a jamais prescrit d'abolir les normes morales, et encore moins d'abolir les lois juridiques qui encadrent le comportement des hommes dans une société. Adam Smith ne s'est jamais fait le porte-drapeau des comportements licencieux, il ne s'est jamais fait le chantre de la transgression et de l'immoralisme, mais le fait est que la logique de son système théorique conduit à cette conclusion. Et comme je disais au début de cet audio, une fois diffusées dans l'espace public, les idées échappent au contrôle de leur auteur, et elles deviennent des forces autonomes. Or la logique d'accomplissement de l'idée de main invisible a parfaitement été anticipée par certains penseurs, et notamment certains penseurs du XVIIIe siècle, avant même la publication de La richesse des nations. Parce qu'en réalité, cette idée selon laquelle il suffirait de laisser les individus laisser libre cours à la poursuite de leurs intérêts, et que, ce faisant, on agirait dans le sens de la prospérité économique, cette idée avait déjà été formulée par un auteur qui l'a poussée jusqu'à son extrémité logique, qui l'a poussée jusqu'à son point ultime de développement. Cet auteur s'appelle Bernard Mandeville, et il est l'auteur d'un texte que vous trouverez facilement sur Internet, qui a pour titre « La fable des abeilles ». Et quel est le sous-titre de la fable des abeilles ? Je vous le donne en mille. Les vices privés font la vertu publique.
Dans la fable des abeilles, Mandeville nous décrit une ruche dans laquelle les abeilles adoptent des comportements égoïstes, exclusivement tournés vers la satisfaction de leurs vices. Dans cette ruche, les maîtres mots sont malhonnêteté, paresse, vol, lubricité, et l'une des phrases qui résume le mieux cette fable, c'est, je cite, « Soyez aussi avide, égoïste, dépensier pour votre propre plaisir que vous pourrez l'être, car ainsi vous ferez le mieux que vous puissiez faire pour la prospérité de votre nation et le bonheur de vos concitoyens. » Et pourquoi cette ruche est-elle prospère et heureuse, malgré le comportement vicieux et égoïste de chacune de ces abeilles? Eh bien tout simplement parce que le vice crée de l'activité économique qui engendre de la prospérité. Une vaste ruche bien fournie d'abeilles, qui vivait dans le confort et le luxe, était aux yeux de tous la mère la plus féconde des sciences et de l'industrie. Jamais abeilles ne furent mieux gouvernées, plus inconstantes ou moins satisfaites. Prodigues de leur richesse et de leur vie, leur force était égale à toutes les autres ruches. Voilà quels étaient les bonheurs de cet état. Leurs crimes conspiraient à leur grandeur, et la vertu, à qui la politique avait enseigné 1000 ruses habiles, nouait, grâce à leur heureuse influence, amitié avec le vice. Et toujours depuis lors, les plus grandes canailles de toute la multitude ont contribué au bien commun. Voici quel était l'art de l'État, qui savait conserver un tout dont chaque partie se plaignait. C'est ce qui, comme l'harmonie en musique, faisait dans l'ensemble s'accorder les dissonances. Des parties diamétralement opposées se prêtent assistance mutuelle, comme par dépit, et la tempérance et la sobriété servent la gourmandise et l'ivrognerie. La source de tous les maux, la cupidité, ce vice méchant, funeste, réprouvé, était asservi à la prodigalité, ce noble péché, tandis que le luxe donnait du travail à 1 million de pauvres gens et l'odieux orgueil à 1 million d'autres. L'envie elle-même et la vanité étaient serviteurs de l'application industrieuse. Leur folie favorite, l'inconstance, dans les mets, les meubles et le vêtement, ce vice bizarre et ridicule devenait le moteur même du commerce. Ainsi, on constate que le vice est bénéfique quand il est émondé et restreint par la justice. Oui, si un peuple veut être grand, le vice est aussi nécessaire à l'État que la faim l'est pour le faire manger. La vertu seule ne peut faire vivre les nations dans la magnificence. Ceux qui veulent revoir un âge d'or doivent être aussi disposés à se nourrir de glands qu'à vivre honnête. Bernard Mandeville, La fable des abeilles. Les vices privés créent la vertu publique. Parce que dans une société de la sobriété, il n'y a nul besoin de consommer. Parce que dans une société de l'altruisme et de la générosité, on ne se fait pas payer pour nos services. Parce que dans une société de l'honnêteté, il n'y a pas besoin d'avocat. Et parce que si on s'en tient à un point de vue strictement économique, une voiture qui brûle pendant la nuit de la Saint-Sylvestre, c'est de la croissance. Une serrure fracturée par un cambrioleur, c'est de la croissance. Creuser un trou dans un trottoir et le reboucher, c'est de la croissance. Et ce que montre Mandeville à travers cette fable des abeilles, de manière évidemment satirique et cynique, c'est que la vertu morale n'est pas compatible avec la prospérité économique. Et que ce qui fait marcher le pays d'un point de vue économique, ce sont d'abord nos vices, ce sont d'abord nos penchants pulsionnels. Un système économique capitaliste a tout intérêt à ce que nous satisfaisions notre pulsion. Car en satisfaisant notre pulsion, on crée de l'activité. Et on participe, sans le vouloir, à l'harmonisation des intérêts. La morale de la fable des abeilles de Mandeville, Mandeville dont certains ont d'ailleurs fait remarquer que son nom pouvait être lu Man Divile, l'homme diable, c'est de dire que la morale est un obstacle au progrès économique. Et que la ruche des abeilles est une assez belle illustration de l'accomplissement de la logique de l'intérêt privé. J'ai signalé au début de cette intervention qu'Adam Smith s'inscrivait dans le mouvement des Lumières, et ça me semble être le bon moment d'indiquer en quoi cette information est utile pour comprendre sa théorie de la main invisible. Les Lumières sont un mouvement qui se définit par la promotion de la raison, de l'individu et du progrès. Les Lumières, c'est le moment de la remise en cause des normes morales et religieuses issues du Moyen-Âge. Or, il se trouve que les Lumières ne sont pas un mouvement absolument monolithique. C'est un mouvement qui est traversé par des conflits, par des contradictions. Et sur le plan de la philosophie morale, le principal conflit auquel on assiste au sein de la pensée des Lumières, c'est le conflit entre la morale de Kant, la morale déontologiste, et
est la morale de Bentham, la morale utilitariste. Or, il est clair que la pensée d'Adam Smith penche nettement du côté de l'utilitarisme, en ce sens que ce qui est recherché, c'est l'intérêt du point de vue de la prospérité. C'est la recherche de la maximisation des richesses. De la même façon que les utilitaristes prônaient la maximisation du bien-être. Si la morale du marchand, telle que décrite par Adam Smith, s'oppose à la morale de Kant, c'est précisément parce que le comportement du marchand n'est pas motivé par un respect de la loi morale, n'est pas motivé par une pureté de l'intention, mais au contraire par la recherche d'un résultat avantageux. C'est ça qui fait la frontière, le trait distinctif entre la morale kantienne et la morale utilitariste, c'est le statut de l'intention par rapport au statut du résultat. Or, lorsqu'Adam Smith nous dit que le marchand a intérêt à se comporter de manière morale, c'est-à-dire que le marchand a intérêt à être honnête envers ses clients, en leur proposant une marchandise de haute qualité qui soit en même temps la moins chère, le fameux rapport qualité-prix, bien ça veut dire que ce n'est pas une intention altruiste qui fonde l'honnêteté du marchand. Ce qui fonde l'honnêteté du marchand, c'est un calcul. C'est une anticipation de son bénéfice. Et c'est le constat d'une supériorité du bénéfice par rapport à la perte. La morale de Kant, c'est agis par respect pour la loi morale. La morale du marchand, c'est agis conformément à la loi morale tant que la loi morale est avantageuse. Tant qu'il est dans ton intérêt d'agir conformément à la loi morale. Et ça, c'est vraiment un différend irréconciliable entre la morale déontologiste et la morale utilitariste. Car si le marchand se comporte moralement uniquement par intérêt, eh bien ça signifie que la morale n'est pour lui qu'un instrument, que la morale n'est pour lui qu'un levier de l'intérêt privé. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre dans cette image de la main invisible, c'est cette idée d'absence d'intentionnalité, cette absence de motivation morale. Le marchand n'a pas de motivation morale. Le marchand a une motivation matérielle. Il a une motivation égoïste. Mais d'un point de vue économique, ce n'est pas grave, parce que l'économie ne juge pas les consciences, elle juge les profits. Le critère d'appréciation économique d'un comportement, c'est le bénéfice. Il n'y en a pas d'autre. Et si l'honnêteté est un moyen de maximiser les bénéfices, alors vive l'honnêteté! Vive l'honnêteté, car c'est grâce à elle qu'on augmentera les bénéfices. Si, comme le pensent les libéraux, l'égoïsme est la loi de ce monde, il est nécessaire de comprendre le caractère polymorphe de l'égoïsme. Le fait que l'égoïsme a plusieurs visages. Il est vrai que l'altruisme peut être une conséquence de l'égoïsme. Le simple fait de ne pas vouloir faire subir aux autres ce qu'on ne voudrait pas subir nous-mêmes, d'une certaine manière, c'est une forme d'égoïsme, puisque c'est faire reposer notre comportement à l'égard d'autrui sur notre propre sensibilité ou notre propre désir. De ce point de vue-là, il n'est pas absurde de penser que l'empathie, la compassion, l'altruisme trouvent peut-être leur origine dans notre égoïsme, dans ce que les neurologues appellent les neurones miroirs, les neurones de la projection de soi dans l'autre. Partant de cette idée-là, tout n'est qu'égoïsme. Les actes les plus désintéressés en apparence, l'oubli de soi au profit de notre prochain, le sacrifice de sa vie, potentiellement, tout est égoïsme. Exister, c'est de l'égoïsme. Respirer, se nourrir, c'est de l'égoïsme. C'est l'expression de notre ego physiologique. Mais alors dans ce cas-là, le problème est-il peut-être simplement mal posé? Car si l'égoïsme peut conduire à la fois au sacrifice et au culte de soi, si l'ego peut se manifester à travers le désir d'être utile au groupe, comme il peut se manifester à travers le désir d'exploiter le groupe, si tout peut être finalement reconduit à des motivations égoïstes, alors peut-être le problème n'est-il pas l'égoïsme, mais l'expression de l'égoïsme, la manière dont il se traduit dans nos comportements. Savoir si nous sommes tous des égoïstes n'est peut-être pas la bonne manière de poser la question. Savoir si derrière chacune de nos actions apparemment désintéressées
ne se dissimulerait pas un désir de gloire, de gratification symbolique, d'estime de soi, finalement importe peu. Et si Adam Smith a fait en sorte de nous éclairer sur ce moteur essentiel qu'est l'égoïsme, c'est peut-être aussi pour nous dire que nous sommes tous également coupables d'égoïsme, que l'égoïsme du boucher, c'est aussi notre égoïsme, et que, quitte à être tous des égoïstes, tâchons au moins de ne pas trop le reprocher aux autres. Je vous remercie.